Pendant des siècles, cette question a été dominée par les philosophes, les sages et les traditions religieuses. Kierkegaard voyait dans l'angoisse le signe d'un appel intérieur. Nietzsche décrivait le sens comme quelque chose que nous devons créer. Et Camus rappelait que l'être humain surgit toujours au milieu d'un monde absurde, cherchant malgré tout une raison d'exister. Aujourd'hui, pourtant, la psychologie et les neurosciences commencent à éclairer ce besoin presque obsessionnel que nous avons de donner une signification à notre existence. Dans cette vidéo, nous allons réunir ces deux mondes, la réflexion philosophique et les découvertes scientifiques, afin de comprendre pourquoi nous cherchons un sens et comment cette compréhension peut aider à construire une vie plus cohérente et plus profonde. Depuis les premiers mythes jusqu'aux crises existentielles modernes, une chose demeure. L'être humain ne se contente pas de survivre. Il veut que sa vie signifie quelque chose. Les anciens répondaient avec des récits de Dieu, de destin ou de karma. Aujourd'hui, l'absence de réponse claire se manifeste sous forme d'anxiété, de sentiments de vide, de burn-out, cette question silencieuse. À quoi bon tout ça? La science, de son côté, montre que cette quête n'a rien d'une extravagance philosophique. Notre cerveau a été façonné pour rechercher des modèles, des liens, des histoires. Comme le note le psychologue Daniel Kahneman, notre esprit préfère toujours une histoire imparfaite à l'absence totale d'histoire. Lorsque le monde nous apparaît comme entièrement chaotique, sans fil conducteur, notre système nerveux se met en état d'alerte. On pourrait dire que notre cerveau n'est pas seulement un organe de perception, mais aussi un moteur de narration. Michael Gazzaniga est même allé jusqu'à appeler l'hémisphère gauche l'interprète, la partie du cerveau qui tisse en permanence un récit pour expliquer qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il relie le passé, le présent et le futur dans une histoire où il existe un moi, des intentions, des causes, des conséquences. C'est d'ailleurs pourquoi, après un choc, la première question qui surgit est « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Des réseaux cérébraux activés lorsque notre esprit vagabonde, souvent appelé mode par défaut, participent à cette construction. Ils nous permettent de simuler des scénarios, de nous raconter qui nous sommes, d'anticiper ce que nous pourrions devenir. Pour Carl Jung, cette capacité constituait le fondement même de la psyché symbolique. Un esprit qui se façonne continuellement à travers des images, des récits et des possibilités. Découvrir quelque chose de nouveau, établir des liens entre des idées, comprendre enfin un problème qui nous résistait, tout cela active nos systèmes de récompense. Ce n'est pas seulement de la curiosité intellectuelle, c'est un véritable circuit biologique. Lorsque tu as un insight, quand tout s'assemble, ton cerveau te récompense par une décharge de plaisir. Il te dit « Continue, construire du sens en vaut la peine ». En même temps, nos biais cognitifs révèlent une autre face de ce moteur narratif. Nous préférons une histoire imparfaite à un vide total. Nous voyons des motifs dans le hasard, nous inventons des intentions là où il n'y en a peut-être pas. Nous réécrivons notre passé pour le rendre plus cohérent. Le cerveau déteste le vide de sens. Mais le sens ne naît pas uniquement dans notre tête isolée. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Nos capacités d'empathie, notre sens moral et notre besoin d'appartenance jouent un rôle central dans l'expérience du sens. Les travaux de Matthew Lieberman montrent que le cerveau humain est littéralement câblé pour la connexion. Dans les interactions, nos neurones se synchronisent, imitent, reflètent. C'est pourquoi la souffrance de quelqu'un que tu aimes te touche physiquement, ou pourquoi tu peux ressentir la joie de l'autre comme si elle était, en partie, la tienne. Des molécules associées aux liens, comme l'ocytocine, renforcent cette impression de faire partie d'un ensemble plus grand, une famille, un groupe, une communauté. La psychologie montre même que beaucoup de personnes trouvent du sens, non pas en se focalisant exclusivement sur elles-mêmes, mais en se tournant vers les autres. Viktor Frankl l'avait déjà observé. Le sens naît souvent lorsque nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, mais engagés dans une cause, un geste, une responsabilité. Aider, prendre soin, contribuer à quelque chose qui nous dépasse, crée cette sensation
que ma vie compte. Certaines recherches décrivent même un haï de l'aidant, une élévation émotionnelle qui survient après un acte altruiste. Philosophiquement, cela rejoint l'idée que le sens n'est pas seulement ce que je veux de la vie, mais aussi pour qui je suis important et quelle place j'occupe dans le tissu humain. À première vue, on pourrait croire que le sens de la vie est dès quelque chose de grandiose, d'abstrait. Mais une grande partie de cette expérience émerge dans le présent, dans la pleine immersion. Lorsque nous entrons dans un état de flow, concept développé par Mihaly Csikszentmihalyi, une activité devient si engageante que le temps se transforme. L'ego s'estompe, la rumination cesse et il ne reste que l'intensité de l'action. Artistes, athlètes, artisans, programmeurs, enseignants, tous rapportent cette sensation. Dans ces moments-là, la vie n'a pas besoin d'une grande théorie pour paraître pleine de sens. Elle fait sens dans l'expérience même. Les pratiques de pleine conscience, mindfulness, suivent une autre voie, mais vers le même horizon. Elles invitent à être pleinement présent, même dans ce qu'il y a de plus simple. La respiration, un son, une sensation. Avec le temps, cela transforme la manière dont le cerveau traite la rumination, l'anxiété, l'évasion mentale. D'un point de vue existentiel, la pleine conscience rappelle ce que Camus exprimait autrement. Nous n'avons que le présent. Si nous ne sommes jamais là où nous sommes, même une vie réussie peut sembler vide. Tout cela, narration, relation, présence, est magnifique en théorie, mais une question demeure. Comment construire une vie significative de manière consciente? La science n'offre pas un sens universel, mais elle esquisse un cadre. On peut le résumer en 3 piliers. Premier pilier, avoir des buts alignés avec ses valeurs. Nietzsche parlait de devenir l'artiste de sa propre vie. Frankl insistait. Le sens ne se trouve pas, il se crée. Lorsque tes objectifs sont cohérents avec tes valeurs profondes, le cerveau ne te donne pas seulement un shot de dopamine, tu ressens une congruence intérieure, l'impression d'être sur ton chemin. Deuxième pilier, développer une attitude de croissance et de résilience. La vie n'épargne personne. Mais, comme le montrait Jung, chaque adversité porte en elle une possibilité de transformation. Interpréter un échec comme de l'information plutôt que comme une condamnation change la manière dont ton cerveau traite la difficulté. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous choisissons la posture avec laquelle nous y répondons. Troisième pilier, s'engager activement dans le monde. Camus écrivait que l'action donne une forme à notre existence. Le sens n'est pas un trésor caché, mais quelque chose qui se construit en vivant, en aimant, en créant, en apprenant. Quand tu t'impliques profondément, tu donnes à ton histoire des personnages, des scènes, des conflits et des transformations. C'est de ce tissu vivant que naît l'impression d'avoir une vraie vie, et non une simple succession de jours. Au fond, philosophie et science se rejoignent. La philosophie demande « Quelle vie mérite d'être vécue ?» La psychologie et les neurosciences montrent que tu te poses la question explicitement ou non, ton cerveau essaie déjà d'y répondre. En construisant un récit, en cherchant du lien, en équilibrant défis et sécurité. Alors demande-toi, quelle histoire ton cerveau raconte-t-il aujourd'hui à ton sujet? Est-ce ton propre récit ou un récit hérité du monde, de la famille, de la culture? Et surtout, quel serait le tout premier geste concret, même minuscule, que tu pourrais faire maintenant pour que ta vie soit un peu plus alignée avec un idéal, une valeur ou une présence qui a vraiment du sens pour toi? Si tu fais de cette question une pratique, la quête de sens cesse d'être un thème abstrait et devient peu à peu la manière dont tu vis ta propre vie.